Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce deuxième Afterwork pédagogique. Donc les Afterwork font partie des projets du CREPS de Toulouse et sont soutenus et financés par le CFA Sport Animation Occitanie. Alors aujourd'hui, on est au deuxième rendez-vous et donc je suis Marilyn Bray, coordinatrice de formation au CREPS de Toulouse et je vais animer les deux prochains rendez-vous, donc aujourd'hui et demain, en compagnie d'un invité qu'on retrouve aujourd'hui, Sylvain Vacarès. Sylvain, bonjour. Bonjour Marie. Et donc, on a conçu ces temps en fait comme des temps de conférences interactives où vous allez pouvoir à tout moment prendre la parole. Vous pouvez tout à fait poser vos questions à l'invité, faire des remarques, faire part de vos expériences. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser l'onglet Lever la main et je vous donnerai la parole au fur et à mesure de l'intervention. Vous pouvez aussi, si vous êtes plus timide, poser vos questions dans le chat, donc dans l'onglet conversation, que vous pouvez utiliser à tout moment. Pareil, poser vos questions, faire une remarque aussi, ou bien faire part d'une expérience que vous mettez en place dans votre organisme de formation. Et vous allez voir régulièrement, je vais vous interpeller aussi, vous poser des petites questions sous forme de sondage. Voilà, faire appel un petit peu à vous. Et d'ailleurs, je vais vous proposer tout de suite qu'on puisse faire connaissance à distance avec vous et donc de pouvoir noter votre prénom dans le chat. Vous utilisez l'onglet conversation, vous notez la ville d'où vous venez, la structure pour laquelle vous travaillez, voilà, votre métier aussi. Et peut-être une dernière chose, voilà, pour faire un peu plus connaissance, nous dire un petit peu qu'est-ce qui a égayé votre journée, une chose que vous avez appréciée dans cette journée. Voilà, ça peut être intéressant d'en savoir un peu plus sur vous. Et donc, pour ce second rendez-vous, je le disais, je suis avec Sylvain Vacarès. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là hier, donc, Sylvain, tu es président de Learning Salad, tu es expert du digital learning et tu accompagnes au quotidien des organismes de formation, administration, entreprises, etc., dans leurs projets de formation. Voilà. Tu as également été professeur associé à l'Université de Rennes et tu as dirigé un master d'ingénieur pédagogique centré sur la question du digital notamment. Tout à fait. Voilà. Peut-être, Sylvain, est-ce que toi, tu veux nous partager un peu une chose que tu as appréciée pour l'instant dans ta journée? Ah oui, je suis venu en traversant tout Toulouse à pied et ça fait un moment que je n'étais pas venu à Toulouse. Ça m'a fait plaisir de revoir la ville, donc je suis de très bonne humeur. Bon, Il fait super. beau. Ben, merci, C'est bien. Sylvain. J'espère que pour vous aussi, à distance, vous avez pu profiter peut-être de ce soleil. N'hésitez pas en tout cas, voilà, de nous dire d'où vous venez, ce que vous faites. Ça nous permettra aussi avec Sylvain de faire un peu des partages, des liens avec votre activité professionnelle. Alors, peut-être en guise d'introduction, avant de te laisser la parole, Sylvain, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir répondre à un premier sondage. Question numéro un, donc, et de savoir un petit peu qu'est-ce qui vous prend le plus de temps aujourd'hui. Vous devez faire l'ingénierie d'une formation, vous devez construire une formation, nous dire un petit peu ce qui vous prend le plus de temps. Donc, on vous a mis plusieurs possibilités. Pour répondre au sondage, c'est assez simple. Vous voyez, vous avez des petites cases à cocher et donc vous pouvez choisir ce qui vous prend le plus de temps dans la construction d'une formation. Donc, est-ce que c'est plutôt créer des médias, des supports de cours? Est-ce que c'est plutôt analyser votre public? Est-ce que c'est plutôt construire l'architecture générale de votre formation? Ou est-ce que c'est plutôt créer des évaluations? Donc, voilà, je vous laisse un peu de temps pour y répondre et nous pourrons en parler avec Sylvain assez rapidement. Donc aujourd'hui, Sylvain, nous sommes avec Noémie, Xavier, Nathalie qui sont là. Alors pour la plupart, nous disent quand même que c'est surtout
créer des médias et des supports de cours Mm. qui leur prend le plus de temps au quotidien dans Mm. ce travail d'ingénierie. Euh, déjà, avoir ta réaction par rapport à ça. Et puis, ben, toi, en tant qu'expert, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Alors déjà, ma réaction par rapport à ça, c'est que bah, c'est logique, en fait, hein. En fait, c'est partout comme ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien, hein, mais ça veut dire que c'est ce qu'on constate. Or, la production des supports, c'est pas forcément ce qui crée le plus de valeur, en fait, hein, dans la, en termes d'efficacité pédagogique, on va dire, hein. C'est nécessaire, hein, bien sûr, et ça nécessite du temps pour le faire, on est d'accord, mais c'est pas forcément ça qui est le plus important. Et surtout, on mobilise beaucoup d'énergie pour faire ça. Et ça, c'est vrai, hein, dans les entreprises, dans les services internes de formation d'entreprise, enfin, partout, on le constate. Euh, et en fait, cette énergie ou ce temps qu'on consacre à ça, en fait, il est souvent pris au détriment d'autres temps qui qui sont un peu plus négligés, on va dire, par la force des choses, hein, qui sont les temps d'analyse, les temps aussi où on réfléchit à son architecture globale, qui a un impact très fort en fait, hein, sur le résultat. Et puis aussi enfin, les conditions du déploiement, notamment lorsqu'on fait de la formation à distance, c'est un vrai sujet, hein, sur le e-learning, c'est qu'on sous-estime la difficulté du déploiement et donc on l'anticipe pas assez, alors qu'il faudra investir là-dessus. Et puis l'évaluation aussi, hein, qui reste quand même souvent le parent pauvre de la formation. Alors sauf quand il y a des diplômes ou il y a des choses comme ça derrière, des certifications, on est un peu obligé de l'intégrer, mais souvent quand même, le temps consacré à l'évaluation est assez faible, alors que l'évaluation, c'est le moteur de la formation en réalité, hein. Donc, euh, Alors peut-être pour revenir justement sur la première partie, là, le temps d'analyse, oui. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu y mets? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on analyse en fait? Ah, souvent, on va vite parce qu'on se dit, ah, bah, j'ai un référentiel, j'ai enfin, j'imagine des contenus, et puis je vais essayer de faire des supports pour dire des choses aux gens, en fait, hein, pour leur parler de contenu, du sujet, etc. Alors qu'en réalité, quand on veut faire de la formation, enfin, si on veut développer des compétences, en fait, il faut d'abord s'intéresser à qui on parle, parce qu'en fait, on développe des compétences chez des personnes. C'est eux, en fait, qui développent des compétences. Nous, on ne les développe pas du tout. Et puis, alors, le public, leur contexte, en fait, et puis leur travail aussi. C'est-à-dire que, alors là, moi, je parle de compétences, hein, à caractère professionnel. C'est-à-dire que si on veut que les gens soient capables de faire, enfin, voilà, d'effectuer les tâches qu'ils ont à faire le plus efficacement possible dans leur travail, bah, il faut partir du travail. Donc, il faut partir des gens et du travail. Donc, pourquoi on part des gens? Parce que bah, il faut savoir qui ils sont, il faut savoir dans quel état ils sont, il faut savoir aussi pourquoi ils sont là. Il y a quand même une vraie question autour de la motivation, et voilà, des choses comme ça. Euh, il y a aussi leur point de départ. Est-ce qu'ils sont expérimentés, pas expérimentés, quel âge ils ont? Ça peut créer des grosses différences, hein, quel que soit le sujet. Et puis il y a aussi leurs conditions d'exercice, en fait. Donc, quand vous accueillez les gens dans un centre de formation, vous maîtrisez relativement le contexte de ce qui va se passer. Mais quand vous êtes sur des formations hybrides, tu vois, quand tu es sur une formation qui est en partie à distance, bah là, à ce moment-là, enfin, tu es chez les gens, enfin, là où ils travaillent, là où ils habitent peut-être, si c'est chez eux. Et donc, il faut connaître un peu bah, les conditions, alors les conditions matérielles, hein, mais aussi les conditions de travail. Est-ce que les horaires leur conviennent, si c'est du synchrone? Est-ce qu'ils ont une connexion? Est-ce que ils sont dans des... Oui, est-ce que par exemple, l'exercice dans leur exercice de travail quotidien, ils rencontrent en fait les situations dont on va leur parler en fait, hein, et qu'on va mettre en œuvre dans les activités. Euh, Tout ça, il faut essayer de le savoir. Alors, on peut avoir aussi des contextes, quelle langue ils parlent, est-ce qu'ils sont en situation de handicap pour certains, est-ce qu'il y a des troubles, je sais pas quoi, 10, est-ce qu'il y a, voilà, donc leur leur rapport à l'école, leur rapport à l'écrit aussi. Moi, j'accompagne beaucoup de gens dans les centres de formation d'apprentis, par exemple dans l'alimentaire, dans le bâtiment, tout ça. Souvent, le rapport à l'école est un peu compliqué. Mm. Donc ça veut dire qu'il va falloir imaginer des activités qui ne rappellent pas la forme scolaire, enfin, en tous les cas, le plus possible. Donc, et tout ça, c'est à la fois à qui je m'adresse, quel est leur contexte, d'où ils viennent, comment ça se passe. Alors, on n'a pas toute l'information, évidemment, qu'on veut, puis chaque personne est différente,
il faut un minimum quand même d'informations pour être capable d'adapter quand même son dispositif euh, au public. Et on ne peut pas compter uniquement sur le fait qu'on va les avoir en face de nous pendant l'animation. Il faut quand même l'anticiper au maximum Donc, on le parce fait que... avant cette Ah oui, partie. oui, On oui, va se dire, voilà, avant, oui, finalement, c'est des oui, indicateurs qui vont m'aider oui, à construire oui, l'architecture de ma formation, oui, pas juste à l'animer. oui. Pas D'accord. juste à l'animer. Ouais. Ok, Et ça, il faut parce qu'on va choisir les activités en fonction de ça. d'accord. On va choisir comment, si on met du groupe ou pas du groupe, s'il faut remotiver les gens. Si, prendre un exemple simple, hein, Ouais. j'ai fait des formations, par exemple, pour des pilotes d'avion qui avaient tous les ans devaient repasser la qualification sur leur appareil. Euh, il y a une motivation très forte parce qu'ils perdent leur licence s'ils ne réussissent pas l'examen. Donc en réalité, ils n'ont pas vraiment besoin de formation. Donc quand on m'a demandé de les accompagner pour les aider à obtenir, enfin être sûr d'obtenir leur certification, plutôt que de se dire on va leur faire un cours bien construit sur l'ensemble de leur avion, on s'est dit il faut les entraîner, il faut leur donner des outils qui leur permettent de savoir ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Et comme ça leur permet d'aller droit au but sur ce qu'ils ne savent pas. En fait, parce que quand c'est un gros appareil, hein, c'est énorme la quantité de savoir qu'il y a. Et donc l'idée, c'est de dire comment je peux faire le point rapidement sur ce qu'il faut que je révise et ce que je n'ai pas besoin de réviser parce que je le sais déjà. Et donc en fait, ils avaient besoin d'une assistance. Et ensuite, on les amenait vers des... Donc ça, c'est vraiment le contexte qui nous le donne. Mm. Parce que si on part du référentiel, tout ce qu'il faut savoir sur l'avion, ben, on va se dire on va partir de A jusqu'à Z et on va leur faire un truc qui va durer je ne sais pas combien d'heures, qu'ils ne feront jamais, parce qu'ils font ça chez eux, en fait. Le week-end, enfin, quand ils ont le temps, enfin, entre les vols qu'ils ont à faire, etc. Donc voilà, c'est des petits exemples comme ça. J'ai fait des formations sur les pendages, enfin, l'utilisation des produits antiparasitaires. Quand on fait une formation pour être certifié, pour avoir le droit de vendre ou d'utiliser des produits antiparasitaires, on tombe sur la personne qui s'occupe des espaces verts, en fait, d'un petit village, qui doit utiliser des désherbants, etc. On a le chef de rayon d'un magasin qui vend de la morora et il doit y avoir au moins une personne certifiée dans le magasin. Et puis on a des pilotes d'avion ou des pharmaciens, des pilotes d'avion qui font de l'épandage ou des pharmaciens. Donc le niveau de connaissance scientifique de départ est complètement différent. Or, le référentiel est le même pour tout le monde, puisqu'en fait, il faut être certifié. Voilà. Donc il faut vraiment connaître en fait son public. Qu'on a de la reconversion et de la formation initiale mélangée, bah forcément, on va avoir des publics assez hétérogènes. Donc l'hétérogénéité, ce n'est pas un problème, hein, c'est juste une donnée qu'il faut gérer. Ça peut être un énorme atout, mais si c'est anticipé. Et on ne peut pas découvrir au dernier moment qu'on a ça. Par exemple, nous, c'est vrai qu'on pourrait prendre l'exemple du champ du sport où on peut avoir un public très hétérogène avec des très jeunes, Oui, donc qui ont même 17 ans, hein, oui, des mineurs, 18, 19 ans, et des personnes en reconversion et qui ont 30 ans et plus. oui, Donc là, l'ingénieur, je vais dire, celui qui conçoit la oui, formation, il peut avoir ces deux publics en tête, en fait, et se oui, dire, OK, il faut que je construise un dispositif oui, qui, finalement, convienne à ces deux types de publics. tout Tu à fait. disais tout à l'heure des personnes qui ont peut-être des douleurs ou en tout cas qui ont vécu le système scolaire des fois de manière un peu difficile. Oui, On peut avoir ce type de public-là. Et donc voilà, c'est une vraie difficulté en tout cas dans notre domaine d'avoir à concevoir oui, une architecture oui, qui peut convenir oui. finalement à ces deux publics-là. Oui. C'est un vrai Et questionnement. si on poursuit ton exemple, c'est un exemple très intéressant. Quand tu es ingénieur pédagogique, quand tu réfléchis à ta formation, tu peux te dire, bon, qu'est-ce que je fais par rapport à une hétérogénéité de public comme ça? Est-ce que j'individualise? C'est-à-dire, est-ce que je dis, bah, finalement, il y a des compétences qui sont déjà présentes au niveau attendu par rapport à mon référentiel, et dans ces cas-là, je dispense d'une certaine manière une partie du public de certaines activités, par exemple, ou de certaines parties de la formation, pourquoi pas? Ou alors, tu peux aussi faire avec le même public, te dire, mais est-ce que je ne vais pas utiliser mon public plus âgé pour coacher en fait mes jeunes? Je vais les faire monter à un niveau supérieur en fait aux attendus des référentiels parce qu'ils ont déjà les compétences, mais en même temps ils sont là. Est-ce que je ne peux pas les utiliser comme une espèce de ressource? Mm. Eux, ils ne perdent pas leur temps
parce que finalement, ils développent des compétences d'encadrement, d'accompagnement, etc., qui sont des soft skills qui sont tout à fait intéressantes, peut-être dans le cadre de leur métier à venir. Donc, ils vont être au-dessus des attendus. Et c'est pas grave d'être au-dessus des attendus, hein, bien au contraire. Ils perdent pas leur temps, ça les valorise, ça leur donne. Et on utilise finalement les pairs dans la formation pour arriver à résoudre, par exemple, des problèmes de motivation, d'encadrement qu'on a peut-être du mal à gérer parce qu'on est tout seul et qu'on a un groupe de 30 et que c'est pas si facile que ça. Donc c'est ça. Et tu vois, et ça, c'est des questions que qui nécessitent du temps pour être traitées et si tu le sais à l'avance, bah, tu peux imaginer des scénarios. Il y a plein de scénarios possibles, hein, mais c'était pour donner deux pistes complètement différentes en fait à partir du même problème. Mais au moins, tu as le choix. Plus tu anticipes, plus tu te laisses le temps du choix et plus tu as de possibilités devant toi. Plus tu te rapproches de la deadline, moins tu as de possibilités. Donc, tu es obligé de faire des choix par défaut au bout d'un moment, hein. Donc, qui ne sont pas forcément mauvais d'ailleurs, hein, mais tu as moins de liberté. Moi, j'aime bien la liberté. Très bien, merci beaucoup Sylvain. Bon, on a tous vécu ça où on s'est retrouvés à pas anticiper et dans l'animation à devoir, Oui, ouais, moi aussi, ça c'est sûr. Alors, je le redis, hein, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on parlait de la partie analyse du public, de son contexte, de sa motivation. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Sur l'ingénierie, quand on lit un peu dans la littérature, tu parlais de l'analyse, Hum, on entend beaucoup parler des méthodes ADI hum, ou ACRE, ça dépend qui hum. en parle et Oui, oui, dans oui. quelle littérature. Oui. Bah, peut-être voir déjà si vous qui êtes présent à distance, si vous connaissez cette méthode-là, vous nous mettez un petit pouce. Adi et Acre, est-ce que c'est des méthodes que vous avez déjà entendu parler, peut-être que vous utilisez? N'hésitez pas à réagir voilà, en utilisant le petit pouce et à nous mettre un petit commentaire dans le chat si c'est quelque chose que vous utilisez. Est-ce que toi, Sylvain, donc tu utilises, en tout cas, tu reprends ces étapes-là, Oui, d'abord oui, d'analyse, oui, ensuite de conception? oui, oui, oui. Alors après, on peut le faire. Il existe même des méthodes comme SAM, etc., des évolutions plus agiles, on va dire. Ah, c'est quoi ça, alors? SAM, c'est j'arrive plus à retrouver le nom de l'acronyme, mais c'est pas grave. En fait, c'est une méthode. On va rechercher. C'est issu c'est Approximation Model, je crois, pour OK. les AM, mais le S, je me souviens plus ce que c'est. Mais en fait, c'est une méthode qui reprend finalement un peu ADI, mais qui dit qu'il faut itérer, hein. C'est une méthode agile, plutôt que de dire je fais une analyse, je fais confiance à mon analyse, puis ensuite j'enchaîne de façon un peu comme on faisait les produits finalement avant, hein. Mhm. Euh, je faisais une analyse, j'avais compris ce que les gens avaient besoin comme fonctionnalité dans leur application informatique, je lançais le développement et puis je déployais, puis j'évaluais après. Les méthodes agiles, elles ont dit, ben non, le besoin du client, en fait, il n'est pas forcément capable de l'exprimer tout de suite, donc je vais d'abord comprendre en fait le besoin, prototyper, faire agir au prototype, et puis par approximation successive, arriver à un produit fini qui soit beaucoup plus proche du besoin réel du client. Donc ça, c'est de l'agilité en fait, hein. Mais de toute façon, ça reste quand même à la base, on est obligé de se poser des questions. Il faut bien analyser le besoin, il faut bien partir d'un besoin, de quelque chose. Et ensuite, il va falloir quand même réfléchir à quelque chose une solution. Il va falloir quand même la mettre en œuvre et l'évaluer en fait. Mhm. Et donc l'agilité, ça va être qu'on va raccourcir les cycles, mais en réalité, et à 10, c'est un peu ça, que j'analyse, je fais le design global, je fais le développement, mes supports, etc. J'implémente, je fais ma formation ou j'implémente sur des plateformes, si c'est du learning, et j'évalue à la fin. Mais on peut arriver à le faire aussi de façon plus collaborative, de manière à obtenir des retours plus rapides. On peut utiliser l'IA aussi, hein, aujourd'hui pour avoir des retours plus rapides, en fait, pour simuler par exemple des utilisateurs qu'on a vraiment qualifiés et qu'on fait réagir sous la forme d'un chatbot en fait, hein, et en lui soumettant ses idées et en lui disant bah toi par exemple Maréline, tu vas suivre une formation, j'ai mis tes caractéristiques par rapport à l'objectif de la formation, les caractéristiques me semblent intéressantes, et puis je vais réfléchir à une architecture par exemple, je vais la modéliser, je vais la soumettre à Mhm. l'IA qui te connaît et qui va répondre à ta place, tu seras un stéréotype hein, dans ce cas-là, évidemment, pour me dire, bah non, tu vois, moi,
Mon profil fait que je préfère avoir une approche comme ça me plaît pas, ça je le sais déjà, ça me convient pas, j'ai besoin de plus d'interaction, j'ai besoin, voilà. Donc c'est tout ce qu'on peut avoir en fait en avance de phase, en fait, c'est toujours intéressant. Euh, mais il faut quand même passer par une phase d'analyse, bien sûr, analyser Oui. le public, le travail, le contexte qu'on a dit tout à l'heure, quoi. Et peut-être, avant de passer à la deuxième étape, il y a une question qui me vient sur la première étape, sur Mm, l'analyse du mm, public, mm. vraiment centré public. Est-ce que tu aurais un conseil sur la forme? Est-ce que ça va être du questionnaire? Est-ce que ça va être de l'entretien? Alors, il y a aussi le temps qu'on peut y consacrer, même si tu nous dis que Oui, c'est central là dans la construction de mon oui, dispositif. Malheureusement, on n'a pas tous non. un temps, le temps qu'on aimerait y consacrer, Bien en tout sûr, cas. bien sûr, bien sûr. Non, non, alors il y a deux grandes. En fait, il y a deux approches enfin, qui sont complémentaires. La première, c'est quand même d'essayer de récupérer des données disponibles, en fait. C'est-à-dire que si on est dans une institution, par exemple, qui a l'habitude d'accueillir un certain public, bah, en fait, on a les données des évaluations des sessions antérieures, hein, tout bêtement, qu'on exploite. Alors, ça sous-entend qu'on évalue, évidemment, mais qu'on exploite souvent pas suffisamment, alors qu'on en a des données. Et si on n'a pas des données quantifiées parce qu'on n'a pas fait des sondages, pas quoi, on peut aussi aller interviewer les gens qui connaissent le public, hein, tout simplement. Hmm. Voilà, et ça nous ramène des informations d'un certain niveau de qualité. C'est pas scientifique, mais enfin, c'est déjà pas mal. Et puis après, il y a une autre méthode que moi j'utilise beaucoup, qui est issue du design thinking, qui est la méthode des personas. Ah oui, ok. C'est-à-dire qu'en fait, on va définir des stéréotypes d'apprenants ou d'apprenantes. On va essayer de dire bah, à quoi ressemble, est-ce que je peux identifier 4-5 stéréotypes qui représenteraient à peu près 80% des personnes en fait, qu'on a l'habitude d'accueillir dans ce type de formation. Et on pousse assez loin hein, leur description, on essaye de savoir par quoi ils sont motivés, quel est leur niveau, leur ancienneté, la caractéristique de leur poste, leur âge, bien sûr. Mais on dit, est-ce qu'ils ont des enfants, pas des enfants? Si c'est des jeunes, est-ce qu'ils habitent chez leurs parents? Ou pas? Un étudiant qui habite chez ses parents ou un étudiant qui est à 500 km de chez lui, ça a un impact sur son apprentissage, c'est évident. Donc, on essaie d'en faire un vrai personnage, hein, enfin un persona, voilà. Et ce persona, on le garde affiché et pendant tout le processus de conception, Hmm. on le regarde en disant, mais qu'est-ce que lui, il pense de ça? Et quand je te le disais tout à l'heure avec l'IA, ce personnage, on peut le mettre en fait dans un chat GPT, ce qu'on veut, un Mistral, ce qu'on veut, euh, en lui disant, voilà, je le décris. Et maintenant, tu as ces personas, voilà ce que moi j'imagine faire, et tu es un personnage Marilyn, un personnage Sylvain. Je veux l'avis de chacun de ces personnages, en fait, sûrement. Et en fait, c'est assez étonnant hein, de voir comment ça ramène les choses. Et ça ne demande pas beaucoup de temps, en réalité. Hein. C'est un peu la méthode des personnages, c'est l'étude de marché du pauvre, hein, si je puis dire. Mais ça donne pas des résultats aussi pointus que si je fais une grande enquête. Mais si on fait un rapport coût-bénéfice, vu que ça coûte vraiment pas cher, ce serait dommage de s'en passer parce on obtient vraiment des. Et puis ça oblige à changer de point de vue. Ça t'oblige à concevoir du point de vue de celui qui bénéficie de la formation et pas du point de vue de l'expert. Ah oui. Et ça, c'est fondamental. Hein. On y arrive à cette fameuse conception de notre architecture. Alors, bah, du coup, Sylvain, notre étape 2, Oui, on a fait l'analyse, ok, on voit à peu près de quoi on parle. Alors maintenant, on a là devant nous la montagne, concevoir notre dispositif de formation. oui. Euh, bon, quel est le point de départ? Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, le point de départ, c'est, comme on le disait tout à l'heure, de toute façon, c'est le travail. C'est de dire, même si on prend un référentiel aujourd'hui, un référentiel, il est construit à partir des situations de travail. Donc le mieux, c'est de repartir des situations de travail. Parce que le référentiel, comme il est déjà digéré, en fait, c'est des situations de travail digérées, si je puis dire. Euh, c'est pas évident, en fait, de retourner à la conception à partir du référentiel. Parce que souvent, quand on lit la compétence telle qu'elle est libellée, on se dit, mais il y a plein d'interprétations possibles. Or, la plupart du temps, il n'y en a pas. Parce qu'il a été fait à partir de situations de travail. Donc les gens qui l'ont écrit, ils l'ont écrit avec tout ce contexte, en fait. Mais ils ne l'ont pas retranscrit dans la compétence, ce contexte. Et donc,
Et donc, du coup, comment revenir en fait à une activité située alors qu'en fait, on ne l'a pas, la situation. Donc, c'est pour ça que finalement, repartir du travail, me semble-t-il, c'est plus facile. Et puis, c'est aussi une manière de valoriser l'expertise des gens qui vont concevoir. Enfin, voilà, c'est des gens qui ont un métier. Donc, il n'y a pas de raison de repartir d'une abstraction alors que, en fait, ils ont ce métier. Eux, ils feront le lien, en fait, hein, puisqu'ils ont le référentiel en arrière-plan. Le référentiel, on s'en servira pour évaluer, on s'en servira pour tout ça. Donc, Et pour donc, vérifier son contrôle. tu nous dis quand Oui. même que pour la conception, Oui. on part pas du référentiel, Non, je pense que on part c'est trop, de la oui, situation de travail. c'est trop dangereux et trop compliqué D'accord. de partir de référentiel, me semble-t-il. En tous les cas, on peut, mais si on l'a fait soi-même, le référentiel, on peut. Ah oui, Mais d'accord. si on l'a pas fait soi-même, c'est compliqué. Et enfin, soi-même ou le groupe, hein, enfin, c'est pas forcément. Voilà, mais si. Donc voilà. Donc moi, il me semble que c'est ça. Et après, la deuxième chose, c'est que il faut pas le transformer en contenu, il faut le transformer en activité. C'est en fait, il faut imaginer les activités qui vont permettre de développer les compétences qu'on utilisera dans les situations de travail. Et le contenu, c'est l'arrière-plan. Ça, c'est vraiment la ligne à suivre. C'est-à-dire que au départ, c'est le travail. Ensuite, je réfléchis à quelles activités vont me permettre de développer les compétences nécessaires à la tenue de mon poste, hein, finalement, ou à l'exécution des tâches qui me sont demandées dans le cadre du travail. Et ensuite, de quel savoir j'ai besoin pour être capable de mener à bien ces activités. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Je dois être capable de faire, tout à l'heure on échangeait avant de démarrer, je travaille sur la pâtisserie beaucoup en ce moment, je dois être capable de savoir faire, je sais pas, une tarte aux pommes, voilà, donc ça c'est ma situation de travail, je suis pâtissier, je fais des tartes aux pommes. Eh bien, voilà, quelles sont les activités qui vont me permettre de savoir faire une tarte aux pommes. Et donc, bah, je vais décomposer, bah oui, il faut savoir faire la pâte, la garniture, voilà, plein de choses. Et puis, il me faut aussi des savoirs parce qu'il faut que je comprenne, voilà, j'ai plein de choses en arrière-plan. J'ai les composants, la chimie des composants, j'ai les règles d'hygiène de sécurité, j'ai plein de choses en fait qui vont venir, qui sont plus de l'ordre du savoir, mais mon activité centrale, c'est de dire, bon, si dois être capable de faire une tarte aux pommes, peut-être que d'abord, il faut que je passe 3 séances à essayer de faire de la pâte, machin, bien la faire cuire, etc. Puis ensuite, je passerai à ça, puis ensuite, je passerai à ça. Et ça, c'est ça l'activité pédagogique. On part pas du contenu, on part des... Le contenu, c'est nécessaire, mais ça vient derrière. C'est de l'arrière-plan. Donc, si je fais un parallèle avec le champ du sport, Oui, je dois être capable d'animer une séance de baby basket. oui. Je vais partir de là et me poser la question, Mm. OK, qu'est-ce que je dois savoir? C'est ça? Alors, quelles activités je vais Alors, imaginer quelles pour activités? former quelqu'un qui doit animer ça, cette séance, enfin, qui doit savoir mener cette séance de baby basket. Et ensuite, alors il y a peut-être plusieurs activités à imaginer, hein, souvent il n'y en a pas qu'une. Hein. Donc, les Et activités, pour OK. chacune de ces activités, bah, il y a des savoirs qui sont associés. Peut-être qu'il faut que j'ai D'accord. des connaissances en physiologie, par exemple des jeunes enfants, pour éviter qu'ils se blessent. Alors moi je ne connais pas grand-chose hein, pour le coup. Au baby Je- basket? Oui, c'est clair. Donc, donc, je dis sûrement des bêtises pour les spécialistes, c'est pas très grave. C'est le principe qui est important Bien ici. sûr. Et, et, euh, et voilà, et peut-être qu'il faut que je connaisse des choses sur la psychologie de l'enfant, sur leur temps de concentration, sur leur capacité à résister à l'effort. Enfin, des choses qui me viennent comme ça, en fait. Et ça, c'est peut-être des connaissances scientifiques, des choses comme ça. Et ensuite, il y a comment je vais imaginer cette progression qui va me permettre de dire, bah, voilà, vous allez déjà leur faire une activité, et puis ensuite une autre, et puis voilà, donc une forme de progression dans ces activités jusqu'à ce que j'atteigne le niveau souhaité. Mmh. Mmh. Je vais faire des gestes plus simples au début peut-être, après les complexifier, après introduire des événements en fait qui n'arrivent pas forcément tout le temps, etc., pour monter le niveau, jusqu'à dire à la fin, bon, bah, finalement, par rapport à ce qui est attendu d'un professionnel qui anime ce genre de séquence, je peux certifier, je peux évaluer et dire on est au niveau. Et donc là, on a par exemple une question où on nous demande, mais dans ce cas-là, quand est-ce qu'on réfléchit à est-ce qu'on fait du présentiel ou du distanciel? Ah, ça c'était. À Bah, quel moment on y pense et en ben, en fait? fait, c'est au moment où on imagine les activités. Parce qu'en fait, D'accord. le présentiel et le distanciel, ça va dépendre de pas mal de choses. Ça va dépendre de par exemple, déjà de la nature de l'activité.
Parce qu'à un moment donné, si je veux animer une séquence de baby basket, par exemple, bah, il va falloir que je sois quand même assez proche de la situation réelle. C'est une session plutôt physique, hein, donc ça va plutôt être dans le monde réel. Voilà. Par contre, pour concevoir cette séquence, etc., là, ça peut tout à fait être imaginé à distance. Et après, il va y avoir aussi, est-ce que je le fais en groupe, est-ce que je le fais tout seul? Euh, 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 ça va être aussi, ça peut être aussi des histoires de rythme, en fait, hein, qui peuvent venir en disant, bon, bah, ça, je pourrais le faire à distance, mais finalement, j'ai intérêt à faire un groupement de 2 jours, et dans ce regroupement de 2 jours, bah, ça peut valoir le coup de revenir, y compris sur des choses théoriques, pourquoi pas, alors que j'aurais pu les traiter avant. Et dans le rythme ou dans la progression, bah, ça tombe à ce moment-là, donc c'est pas grave, on va le faire en présentiel, c'est pas gênant. De toute façon, il y a pas beaucoup d'activités qui sont obligatoirement faites selon une modalité ou une autre. Il y en a, hein, mais c'est pas la majorité. On a souvent le choix. Voilà, donc, et en fait, cet équilibre, c'est un peu comme de la mise en scène, en fait. C'est-à-dire que voilà, j'ai un texte de théâtre, je peux imaginer plein de mises en scène différentes alors que j'ai le même texte. Donc finalement, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux faire? Quel rythme je veux imprimer? Euh, Comment est mon groupe aussi? Est-ce que mon groupe, il a besoin d'être très suivi, très encadré? Est-ce qu'il préfère avoir un peu de liberté, un peu d'autonomie? Euh, voilà, Donc par ça rapport. ramène à l'analyse du Bien sûr, public. bien sûr, bien D'accord. sûr. C'est ça qui nous donne les clés aussi en disant, voilà, je vais les perdre. Voilà. On peut faire on peut faire du synchrone. On peut faire, par exemple, des classes virtuelles de remédiation sur rien. Enfin, je veux dire sur rien, sans sujet vraiment. Uniquement parce que dans une formation un peu longue, on se dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas été tous ensemble, donc on va faire 1 heure où vous venez avec vos problèmes. Vous venez avec vos questions, vous venez, et puis on va essayer de les traiter. Ou on va faire le point, ou moi je vais vous poser des questions. Euh, et puis vous allez me dire où vous en êtes. Mais on va le faire collectivement parce qu'on a besoin de parler ensemble. Voilà. Donc, et là, on prévoit des activités, effectivement, d'échange, mais à distance. Donc, et ça permet de maintenir le lien, de ne pas laisser les gens dans un grand tunnel. Hmm. Bon, c'est intéressant, mais on voit que c'est des choses qui se prévoient donc Oui, dans et la puis il n'y a pas de construction. recette. Il n'y a pas de recette non plus, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas réellement de mauvais choix. Enfin, il y a des mauvais choix si on fait n'importe quoi, mais il y a pas vraiment de mauvais choix si vous savez pourquoi vous le faites en réalité. C'est-à-dire que si vous avez une intention qui est claire, vous allez opter pour une solution. Je fais des ateliers parfois où il y a 40, 50 personnes en fait qui ont traité le même sujet. Je les mets en groupe de 5, 6. Donc j'ai 10 groupes en fait. Et je leur donne le même sujet, la même séquence en fait à traiter. Et ben j'ai 10 scénarios différents. Mais ils sont tous bons, hein. Alors, il y en a qui disent, ah, celui-là est meilleur que. Ouais, enfin, est meilleur dans l'absolu peut-être. Mais celui-là, il sera peut-être plus adapté à ce type de public-là, ou bien il va avoir des réactions. L'autre, pas. Mais est-ce qu'il est vraiment meilleur? Alors moi, je suis incapable de dire ça. Je peux dire s'il y a des erreurs dedans, en disant, si vous faites ça avant ça, ben, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a un problème de logique, il y a un problème de voilà. Si vous laissez les gens trop longtemps en fait à distance tout seuls, vous avez une démotivation, vous prenez un énorme risque en fait sur la motivation. Il y a des choses qu'on arrive à revenir, mais maintenant sur la manière de faire. Et en même temps, enfin, je trouve que c'est plutôt bien parce que ça veut dire que vous pouvez aussi euh, mettre votre envie dedans. Enfin, vous pouvez concevoir la séquence que vous avez envie de faire. En Mhm. fait. Euh, la liberté, on parle souvent de liberté pédagogique. C'est peut-être un peu extensif parfois cette notion, mais je pense que c'est une notion importante. C'est qu'en fait, c'est de se dire, euh, pour avoir envie, enfin, pour accompagner des gens, il faut qu'on y trouve son compte aussi, en fait. Et donc, il vaut mieux aller vers les choses qu'on pense être les bonnes, de façon totalement subjective, en fait, à partir du moment où on a les garde-fous qu'on évoque là, hein. Mais comme il y a plusieurs manières de passer, on prend celle qu'on préfère, hein. Il n'y a pas de raison. Euh, Bien euh, sûr. Et donc ça me fait penser peut-être à un peu la dernière partie de notre after work sur mais tout ça, ça demande à être animé. Donc ça demande à avoir une présence. Et on se pose toujours la question, je pense que vous la posez vous aussi finalement, est-ce que vraiment à distance, je peux créer une dynamique de groupe? Ça, c'est quand même une question intéressante de oui. se dire, OK, mais finalement,
il y a moins la relation humaine, il y a moins tout ça, mais voilà. Donc j'aimerais avoir votre avis là sur le dernier sondage qu'on va vous proposer justement. Bah, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'en effet, à distance, c'est possible de créer une dynamique de groupe ou pas du tout? Et peut-être que d'ailleurs, il y a des conditions. N'hésitez pas à nous les noter dans le chat. Voilà, si vous pensez qu'il y a des conditions ou si peut-être que vous avez d'ailleurs déjà testé, c'est possible, de créer une dynamique de groupe à distance. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses que vous avez testées qui ont peut-être fonctionné ou des choses qui n'ont pas fonctionné. Et on pourra en parler ici en plateau. N'hésitez pas à lever la main. Vous pouvez toujours aussi lever la main sans problème. On vous donne la parole. Ou bien à nous écrire dans le chat. Donc là, de ce que je vois un petit peu, bon, la plupart pensent que c'est possible, mais il y en a quand même quelques-uns qui se disent que ça semble compliqué de créer cette dynamique à distance. Alors, bah, peut-être un premier regard, Sylvain, par rapport à ça? Est-ce Ouais. que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Ça peut même très très bien fonctionner. Par contre, les conditions pour y arriver ne sont pas du tout les mêmes qu'en présentiel. Voilà. Alors peut-être je te coupe, il y a justement un participant qui était là hier qui nous dit que ça peut être possible si on a créé du lien avant. Tu te souviens, c'est ce qu'on se disait hier, en fait, Oui, qu'il faut avoir créé du lien social, avoir eu des phases un peu oui, de présentiel où on peut oui, se voir, où on peut oui. interagir. En tous les cas, c'est plus facile si on peut le faire. C'est sûr, parce que l'exemple que j'évoquais hier, c'était le cas. Là, on avait des très grands groupes, donc c'était vraiment indispensable. Si on ne peut pas réunir les gens physiquement à un moment donné, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire qu'il va falloir créer d'autres conditions. En fait, enfin, il y a peut-être une idée centrale enfin, il y a une idée de base en fait, hein, qu'il faut vraiment avoir à l'esprit tout le temps. Puis après, j'essaierai d'être plus précis. Mais à distance, rien n'est implicite. Donc, l'idée qu'il faut absolument chasser de son esprit, c'est de dire que parce que j'ai mis des outils en place ou des espaces en place, les gens vont se mettre à communiquer et à échanger et qu'on va avoir une dynamique de groupe. C'est pas, ça fonctionne pas comme ça. En présentiel, déjà, si on veut créer une dynamique de groupe rapidement, on a quand même intérêt, hein, vous savez, il existe des brises-glaces, il existe des tas de trucs. C'est quand même pas par hasard et pourtant on est en présentiel. Hein, donc, bon, mais si on met des gens dans une salle, à un moment donné, voilà, c'est des êtres humains, ils vont finir par communiquer, ça va finir par se faire. Est-ce qu'on aura une vraie dynamique de groupe? Enfin, on aura un groupe qui parle. Est-ce qu'il est dynamique? C'est pas sûr. Donc, on sait qu'il faut l'entraîner. Mais c'est quand même un peu plus facile parce qu'il y a plein d'automatismes. En fait, il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'appuyer. À distance, ces choses-là, on les a pas. C'est-à-dire qu'en fait, comme il n'y a rien d'implicite, il faut que tout devienne explicite. Et donc, ça veut dire que on peut pas s'appuyer uniquement sur l'animation. Il faut s'appuyer aussi sur, enfin, comme tout à l'heure, il faut anticiper. C'est-à-dire que la dynamique du groupe est un élément de l'ingénierie. Voilà. Et ça ne va pas de soi pour quelqu'un qui a un animateur chevronné, une animatrice chevronnée qui a l'habitude de manier des groupes, etc., et qui aime ça en plus, hein, souvent, va s'appuyer sur le retour du groupe, etc., pour créer une espèce de dialogue comme ça, pour générer cette dynamique de groupe. À distance, on ne peut pas compter là-dessus. On ne peut pas dire je vais avoir un retour qui va me permettre d'enchaîner dessus. Non, il faut que je provoque en fait ces éléments qui vont créer en fait ce phénomène d'entraînement. Donc ça passe par la mise en œuvre d'activités de groupe. C'est-à-dire que le meilleur moyen de créer des dynamiques de groupe, c'est de faire travailler les gens ensemble. Voilà. On peut aussi faire des brises-glaces, hein, des choses comme ça, mais comme le temps va être plus distendu, il faut qu'il y ait des activités fortes en fait de production collective. Voilà. Ça veut dire qu'il faut utiliser, par exemple, tous les outils qui permettent de travailler en sous-groupe dans les classes virtuelles, si on fait du synchrone. Ça veut dire que plutôt d'exposer quelque chose aux gens, on leur donne des éléments, ils fouillent, et c'est eux qui produisent une synthèse en petits groupes, ils travaillent chacun sur une partie, ils exposent aux autres pendant la séance, en fait. Hein, donc il faut forcément un petit peu plus de temps, mais par contre, ça fonctionne. Ça veut dire il faut créer des événements. On peut même faire, moi j'ai fait des classes virtuelles où on prend l'apéro. Hein. Voilà. Donc ça peut être de dire, bah tiens,
tous les mardis midi, si vous voulez, on prend l'apéro ensemble pendant une période longue. Voilà. J'ai organisé des déjeuners, en fait. À une époque, même avec des gens que je ne connaissais pas. J'ai organisé des déjeuners thématiques. Et donc, les gens, il y avait une adresse, les gens, ils venaient et on mangeait ensemble. Mais je vais garder l'exemple du déjeuner. On pourrait se dire, tiens, je vais mettre un lien, venez déjeuner avec moi. Personne ne vient, hein. Si on leur dit, voilà, j'ai réfléchi à un truc, on pourrait utiliser notre pause déjeuner en fait pour traiter d'un sujet de manière sympa, tout ça. Mais comme on est en train de déjeuner ensemble, ce serait sympa qu'on mange la même chose. Donc, je vais vous envoyer une recette. Donc, l'envoi 10 jours avant, voilà. Et puis, la première chose qu'on fait quand on arrive, on leur dit, alors, je vous ai donné la recette. Alors, avant, pour faire un tour de table, comme on ne se connaît pas, vous allez me parler de votre recette. Qu'est-ce que vous avez préparé? Ah oui, mais la recette que tu m'as donnée, là, il y a des oignons, moi je suis allergique, machin, alors j'ai remplacé par des trucs, super. Et en fait, on fait le tour de ça. Ah, moi j'ai pas eu le temps, du coup j'étais m'acheter un truc. Ok, il y a pas de problème. Ouais. Et voilà. Et là, tout le monde a commencé à se situer, en fait. Voilà. L'autre jour, j'avais des Canadiens me dire, ah, mais nous, ce produit-là, on ne l'a pas au Canada, donc en fait, on a remplacé par ça, je sais pas quoi. Donc, ou alors on est obligé de l'acheter aux États-Unis, on ne va pas l'acheter aux États-Unis. Donc là, et les gens racontent une histoire, en fait. Et donc, il commence à se passer quelque chose, en fait. Et après, on leur dit, bon, ben voilà, la première thématique, c'est ça. Donc, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et donc, tiens, on va se répartir, on est 10, on va faire 4 petits groupes. Et puis, on va aller travailler. Et puis, on se donne 10 minutes. Et puis, dans 10 minutes, chacun dit ce qu'il a trouvé. Voilà. Et on passe 1 heure et demie. On a traité un sujet, on fait une synthèse, on leur envoie une synthèse. Mais oui, tout est scénarisé, en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, tiens, vous avez qu'à venir. Si tu passes devant chez moi, viens à la maison. Vous pouvez faire ça chez vous. Tiens, tu passes devant chez moi, tu sonnes, on prend un café. Là, on ne peut pas, en fait. En fait, il faut organiser les choses, en fait. Et on peut organiser des événements conviviaux, on peut organiser toutes sortes de choses. Ce qu'on perd à distance, mais c'est comme quand vous êtes en télétravail, en fait. Vous prenez plus le café avec vos collègues. Et il se passe, on parle souvent de la machine à café, mais en fait, la machine à café, elle est indispensable. Il va falloir trouver quelque chose pour faire ça, en fait, substituer. Et on peut le faire, on peut prendre un café ensemble à distance, hein. Par contre, il faut avoir fixé l'heure de rendez-vous, où est-ce qu'on se retrouve, enfin, c'est plus compliqué. Tout le monde ne sait pas où est la machine à café, il ne suffit pas de passer devant, quoi. Voilà, c'est pour avoir une petite image un peu concrète, mais c'est vraiment ça. Et l'activité de groupe, c'est je vous donne une consigne, je vais vous expliquer. Il faut expliquer aux gens. Oui, il y a une chose que je n'ai pas dite aussi sur la dynamique de groupe, c'est que pour que les gens arrivent à travailler ensemble, il faut absolument les faire. Je crois que je l'avais dit hier, peut-être. Oui, c'était dans le regroupement, on faisait ça dans le DU, je crois que j'avais cité ça hier. Il faut apprendre aux gens à travailler ensemble en groupe à distance, sinon ils n'y arrivent pas. C'est une compétence, ils ne l'ont pas. Donc il ne faut pas partir du principe. À chaque fois qu'on dit c'est implicite, à chaque fois qu'on dit ils savent le faire, en fait on n'y arrive pas. Les gens ne savent pas écrire dans un forum. Ils n'ont aucune raison d'écrire dans un forum. Si vous voulez qu'ils écrivent dans un forum, il faut leur donner un challenge, une chose à faire, et il faut que dans votre activité pédagogique, vous dites la réponse, on la donne, vous ne me l'envoyez pas par mail, la réponse, vous devez l'écrire dans le forum, il faut qu'elle soit publique. Et votre activité, c'est de répondre aux posts du forum. Voilà. Donc finalement, si je synthétise, les activités que je prévois à Ouais, distance, ouais, je les prévois dans mon ingénierie oui, en amont oui, et je dois avoir tout un protocole, en tout cas, oui, qui est clair et oui. qui, voilà, qui fait pas partie d'une animation comme ça que je vais inventer sur le moment. Ou Pas en tout cas, pas trop d'impro. Non, voilà, à distance, les uns à l'impro, ça ne marche pas. ça risque de ne pas marcher. Donc ça veut dire que tout ça, je l'ai pensé dans mon ingénierie. Oui, La façon dont je vais utiliser le forum, la façon, oui, si c'est en effet du synchrone, les activités que j'ai prévues. Tu nous disais pour créer de la dynamique de groupe qu'on est oui, plutôt sur du travail collaboratif. En oui, tout cas, on va proposer aux personnes de travailler ensemble, soit en synchrone, mais ça oui. peut être aussi un travail en asynchrone. Bien On va sûr, leur bien dire, sûr, vous bien sûr. avez un mois Oui, pour travailler oui. telle, Et telle après, ils se chose. débrouillent. Mais ils savent se débrouiller, hein. Ils font un groupe WhatsApp, ils se font une visio, machin. Ils savent faire ça, les gens. À une époque, il fallait tout expliquer. Maintenant, ils ont quand même l'habitude de travailler, de communiquer à distance, etc. Par contre, il faut créer le chemin. Il faut leur dire, voilà, il faut que tu passes par telle étape, telle étape. Tu as bien un livrable, tu as bien un calendrier, etc. Euh, en fait, en réalité, enfin, moi, l'expérience que j'ai, ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais l'expérience que j'ai quand même de la formation à distance, notamment longue, c'est que les gens qui sont à distance dans des formations longues se connaissent mieux que ceux qui sont en présentiel.
Et pour avoir fait les mêmes formations des masters, par exemple, en parallèle, mes étudiants à distance se connaissaient mieux que ceux que j'avais en présentiel. Donc, Mais comment ça se fait, ça? Qu'est-ce qui... parce qu'on organise des activités sociales. À l'université, personne n'organise des activités sociales. On vous dit, vous avez tel TD, tel jour à telle heure, et ce qui se passe entre, c'est induit, en fait. Et ça se passe ou ça se passe pas. Et l'institution s'en fiche un peu de si ça se passe ou si ça se passe pas, parce qu'elle produit, en fait. Elle produit des cours, des TD, des choses comme Donc, ça, à des distance, diplômes. vous pouvez prévoir des activités sociales. Oui, parce que sinon, ils lâchent. En fait, on n'a pas tellement le choix. C'est-à-dire que pour être sûr qu'ils aillent au bout, il faut qu'on intègre beaucoup plus en fait cette dimension-là. Et on l'intègre dans l'ingénierie. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire attention aux gens. C'est un peu bizarre, hein, dit comme ça, je l'entends, hein, mais c'est la réalité. Moi, j'ai eu des mariages hein, dans les masters. J'ai même eu des enfants, hein, de gens qui ne se connaissaient pas, des mini-masters à distance. Hein, donc, j'en ai sûrement eu en présentiel aussi, mais voilà. Donc, comme quoi, bon, on n'est pas obligé d'aller jusque-là à chaque fois. Mais, non, mais enfin, c'est pour donner. Donc, il s'est bien passé quelque chose à un moment donné. Sûrement. Il a bien fallu que les gens communiquent. Donc c'est pour ça qu'il y a non, on peut arriver à faire vraiment, Ouais. on peut arriver à faire vraiment. Mais justement, il y a une interaction là Ouais. sur le chat. Finalement, ça ne change pas du présentiel. Je pense un distanciel comme enfin, une activité qui peut être faite, comme je l'imagine, Oui, collective. oui, mais il faut être plus précis dans D'accord. les il faut tout détailler, il faut tout expliquer. En fait, c'est la même. De toute façon, on s'adresse aux mêmes gens, c'est les mêmes gens, hein, donc ils fonctionnent pareil. Qu'en présentiel, c'est les mêmes. Par contre, comme il n'y a rien d'implicite, il faut tout expliquer dans le détail. Ça, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de faire de la formation à distance quand on est formateur ou formatrice, parce que ça oblige à s'interroger sur ces pratiques en profondeur. Et en fait, on est obligé de rendre l'implicite explicite. En fait, on le fait. Il y a des choses que vous faites parfaitement naturellement. Quand vous rentrez dans une salle, je vois bien, quand on rentre dans une salle, on rentre en interaction avec les gens. Automatiquement, ils sont là. Aujourd'hui, quand les gens vont sur une plateforme, ils disent, sur Moodle par exemple, on peut avoir la liste des gens qui sont présents sur une plateforme. J'ai jamais vu quelqu'un rentrer sur une plateforme et dire bonjour aux gens. C'est vrai. Donc voilà. Pourquoi voilà. Pourtant, ça pourrait marcher. Hein. Bon. Mais ils le font pas. Ils le font pas parce qu'ils voient un écran. En fait, leur vision. Voilà. Si vous dites aux gens maintenant, quand vous rentrez, vous le faites, voilà, ou voilà une manière de rentrer en contact avec les gens, vous leur expliquez comment on fait, parce qu'ils ne savent pas comment on fait. Donc, du coup, ils ne le font pas parce ils sont démunis hein, d'une certaine manière. Et que vous leur dites, regardez, si vous faites ça, voilà le résultat que vous obtenez. Et comme le résultat, il est garanti, il est immédiat, les gens se disent, ah ben oui. Et après, bah, ils prennent des habitudes. Ils prennent des habitudes. Euh, Donc, c'est aussi instaurer des habitudes oui, des de nouvelles pratiques. fonctionnement qui reprend ce que je fais en présentiel, Bien à sûr, distance, bien sûr. mais a priori qu'on n'aurait pas l'idée voilà, d'entrer sur Moodle et de dire bonjour aux Ben personnes. non, ben non. Je parlais j'utilise des outils en fait qui sont pas, enfin qui sont comme des outils de classe virtuelle, mais dans lesquels on voit notre personnage et on se déplace dans l'espace en deux dimensions. Hein. Quand les gens arrivent dans cet espace-là, quand ils promènent leur petit bonhomme sur l'écran et qu'ils s'approchent d'un autre personnage, qui est une vraie personne évidemment, au fur et à mesure qu'ils s'approchent, leur caméra s'active et ils deviennent de plus en plus nets. Au début, ils sont flous et ils entendent de plus en plus, de mieux en mieux. Ce qui permet d'avoir des interactions juste avec toi sans que les gens qui sont autour t'entendent. Si tu t'éloignes un peu, comme dans la vraie vie, en fait. Tu peux pas entendre quelqu'un qui est à 100 mètres. Et puis, si on veut travailler ensemble, on se rapproche. Voilà. Et ben, dans ces espaces-là, quand les gens arrivent, ils disent bonjour aux autres. Alors qu'on est exactement dans un environnement numérique. Voilà. Mais oui. Donc, il y a aussi la forme qui... Pourquoi ça marche? Parce qu'on a ramené des marqueurs. Même si c'est mon petit avatar, je sais que c'est moi. Et du coup, quand je vais être à côté de quelqu'un, mon cerveau va me dire, tu es à côté de quelqu'un, tu le vois, il vient d'apparaître, bah, tu lui dis bonjour. Parce que dans une pièce, quand tu rentres et qu'il y a quelqu'un, tu lui dis bonjour. En fait, il se passe la même chose. Et parce que la représentation est la même. Quand je suis dans Teams, il y a des gens, ils rentrent ils disent pas bonjour dans les classes virtuelles. Voilà. Donc, alors que s'ils rentraient dans la salle, ils auraient dit bonjour. Donc
Et après, si l'animateur dit bonjour et accueille chaque personne à chaque fois qu'il arrive, bah, la personne, quand elle dit bonjour, elle répond en fait. Et du coup, ça crée une espèce de dynamique. C'est pas une histoire de politesse, on interagit parce qu'il y a un certain de conventions sociales, de manière de se parler, qui d'ailleurs diffèrent en fonction des pays, on le voit bien. Et des cultures, etc. Et donc, il faut instaurer une espèce de culture, finalement, voilà, et on choisit ce qu'on veut, hein. On peut imaginer des rituels qu'on veut. Là, pour le coup, on peut être créatif, faire des trucs sympas. Mais on parlait de trucs sociaux. Les étudiants, un jour, ils ont dit, ah, on va mettre des dress codes. Alors, dress code, quand vous êtes en Teams, hein, vous voyez la petite caméra, ça cadre ici, quoi. Donc, du coup, le dress code, ça peut pas être des chaussures. Mais par contre, ça peut être un chapeau, ça peut être des lunettes, ça peut être. Il y a des gens qui disent, ah tiens, la prochaine classe virtuelle, tout le monde a quelque chose de vert. C'est un petit truc. Ça, c'est des choses que vous pouvez provoquer aussi. Et les gens viennent avec un petit truc, machin. Donc, ou une cravate marrante, ou je sais pas quoi, ou un nœud papillon, ou je ne sais quoi. Enfin, un petit truc. Et un petit truc qu'on peut voir. Du coup, ça fait, ah tiens, t'as vu quoi, machin. Et ça crée une espèce de lien. Et là, en fait, on est des êtres humains qui sont en train de collaborer, d'être ensemble, qui parlent pas que du contenu. Et ça renforce le sentiment d'appartenance à un groupe. Ça, c'est en synchrone. Et par exemple, moi, j'ai toujours demandé dans les plateformes à ce que les gens dans Moodle, il y a la photo, et j'ai toujours demandé à ce que les gens mettent leur vraie photo plutôt que de mettre un avatar, une tête de Mickey ou je sais pas quoi, ou un chat, enfin, on voit toutes sortes de choses. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de parler avec Mickey, en fait, parce que je sais que c'est pas Mickey. Si c'était Mickey, pourquoi pas, mais je sais que c'est pas Mickey. Et donc, du coup, je sais pas à qui, enfin, je sais pas à quoi ressemble. Alors, une petite photo, on voit pas grand-chose, mais je vois quand même que c'est un être humain. Il a une bouche, deux yeux, machin, et il a l'air de ressembler à. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelqu'un comme moi, voilà. Donc, et du coup, ça va faciliter la. Alors, les réseaux sociaux, si vous mettez pas votre photo, les gens ils parlent pas avec vous, hein. C'est pas étonnant, hein. Peut-être avant de terminer là-dessus, il y a une question sur Ouais. le temps et l'argent de tout ça. C'est vrai qu'on entend Ouais. souvent, ou des fois, c'est même nos structures hein, qui nous Ouais. disent, ah ben, il faut faire du distanciel, ça coûte moins cher. Mm. Et là, de tout ce que tu me dis, alors il y a des choses quand même très simples où je vois, on peut très bien mettre en place, Oui, des voilà, choses qui coûtent pas je grand-chose. Ouais. pense des choses très simples, mais on se dit quand même, ça demande du temps de repenser tout ça parce que c'est pas non plus nos habitudes, on fonctionne pas comme ça non plus. Non, Voilà, en tout cas, on non, n'a pas ces non. représentations-là du distanciel, donc ça demande du temps Mm, d'ingénierie en mm, plus. mm. Et en plus, tu parlais de plateformes, de Moodle, de forums, etc. Tout ça, c'est aussi des coûts supplémentaires pour une Oui, structure. On est d'accord oui, là-dessus. oui, bien sûr. Alors, il y a de l'infrastructure. Bon, elle est mutualisée hein, au niveau de tout l'organisme de formation, d'une structure globale. Après, quand on est dans des structures publiques, il existe hein, de l'infrastructure publique disponible. Hein, Mm. voilà. Des programmes comme Mentor, des choses comme ça, par exemple, dans la fonction publique. Et puis, après, il y a ce qui consiste à concevoir, à faire l'ingénierie d'un dispositif en particulier. Donc là, je dirais deux choses. Bon, déjà, on a un premier problème, c'est que le temps d'ingénierie n'est pas tellement valorisé, voire pas du tout Mm. valorisé dans le monde de la formation, parce que le monde de la formation se concentre, enfin ne comptabilise finalement que le temps de face à face. Ça, c'est culturel, c'est comme ça. C'est logique, hein, parce que c'était l'essentiel de l'activité. Mais alors du coup, on a complètement occulté le temps d'ingénierie. Et du coup, on a du mal quand on veut formaliser l'ingénierie comme l'ingénierie, c'est une espèce de boîte noire qu'on ne voit pas, en fait, on a du mal à. Les gens ne savent pas si c'est plus cher, moins cher. En fait, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'ingénierie actuellement. Donc, c'est très difficile de savoir si ça coûte plus cher ou moins cher. Après, une fois qu'on a dit ça, donc ça veut dire qu'il faut réfléchir quand même, mais ça, c'est au niveau des institutions, à voir comment on va imaginer, enfin, comment on va valoriser des temps différents qu'on maîtrise hein, et qu'on rémunère, hein, mais savoir ce qu'on achète finalement d'une certaine manière. Ça, c'est une réflexion. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut dire, parce que ça coûte cher si chacun le fait dans son coin. Mais il est évident que l'ingénierie, c'est quelque chose qui se partage. Autant l'animation, quand je suis dans la salle devant 25 personnes, bah, je suis dans la salle devant 25 personnes. Je ne peux pas être dans une autre salle devant 25 personnes en même temps et je peux pas, et ça ne bénéficie pas à d'autres gens en fait, hein, que ceux qui sont devant moi. Ça, je ne peux pas faire grand-chose. Par contre, l'ingénierie, ça se mutualise.
les ressources, ça se mutualise. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe, parce qu'on est dans la culture du formateur, de la formatrice qui conçoit ses propres supports, parce que ça se fait comme ça s'est toujours fait comme ça, pas partout, hein. En France, c'est comme ça. Moi, je travaille dans d'autres pays où c'est pas comme ça, hein, même pour le présentiel. Mais il y a cette culture-là de base, donc il faut partir du réel, hein, de ce qui existe. Il faut la faire glisser progressivement sur une mutualisation d'une partie de ce qui peut l'être. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit faire pareil, c'est la fameuse liberté pédagogique que j'évoquais tout à l'heure, mais ça veut dire quand même qu'il y a un ensemble d'éléments qu'on doit pouvoir être capable de mutualiser pour que chacun réinvente pas l'eau chaude dans son coin et qu'on réinvestisse pas ce temps, donc de l'argent forcément, des efforts, hein, même, X fois, alors qu'on pourrait l'avoir une ou deux fois. Souvent, c'est pas d'arriver. Les gens vont dire: «Oh oui, mais on peut pas avoir un modèle unique». Mais là, on part, si on explique la règle de 3 dans un établissement où il y a 25 profs qui ont ça dans leur programme, il y a 25 personnes qui réfléchissent à comment je vais expliquer la règle de 3. Si on arrive à 3, pas une, hein, 3 déjà, en fait. C'est énorme la division qu'on a fait. Et après, chacun choisit celle qui lui plaît. Parce que dans les 25, quand même, hein, qu'on va observer, il n'y a pas 25, il y a pas 25 exemplaires absolument originaux, complètement différents des 24 autres, hein. Non, on va pouvoir retrouver 3-4 paquets en disant ouais, c'est presque la même chose. Allez. Et avoir le choix, c'est important, hein, mais on n'est pas obligé d'avoir le choix entre 250 millions de trucs. Et il n'y a pas que ce qu'on a fait soi qui est intéressant. Voilà, et puis, on peut dire, bah, moi, je fais la règle de 3 parce que j'aime bien ça. Et puis, mon collègue, dans un programme, il y a plein de trucs, hein, donc il y a de la place pour tout le monde. Et puis, on peut. Mais ça s'organise aussi, ce travail-là. Ça se fait pas. Ça peut pas se faire de manière spontanée, hein, ça, c'est clair. Par contre, c'est aussi l'occasion de bosser ensemble de réfléchir à l'ingénierie. C'est difficile, l'ingénierie. C'est un peu la page blanche. Enfin, c'est pas facile. Donc, le faire ensemble, c'est une occasion de travailler en groupe. C'est pas habituel forcément pour les formateurs et les formatrices, mais quand on les met ensemble et que ça se passe bien, si on leur donne des outils pour apprendre à travailler ensemble aussi, hein, parce que c'est une compétence, en général, c'est plutôt une expérience agréable. Enfin, moi, ce que j'observe, c'est que ceux qui ont commencé à le faire, en général, ils continuent, hein, alors que rien ne les oblige, hein, ils pourraient revenir en arrière, hein. Et donc, c'est une manière aussi de faire évoluer son boulot. Bon, merci Sylvain, on prend comme petit conseil. Alors, ben, on arrive à la fin de cet after work. Ce qu'on vous propose, comme ceux qui étaient hier, c'est de pouvoir voilà, réagir une dernière fois. Donc, on vous propose un petit nuage de mots dans lequel vous pourrez nous dire ce que vous souhaitez retenir. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre l'idée que vous retenez de ce temps vécu avec Sylvain. Et peut-être, bah, Sylvain, je te laisse aussi réfléchir et nous dire un peu qu'est-ce que tu as envie de retenir, si tu avais peut-être une dernière chose à nous dire avant qu'on se quitte. Ouais, ouais. Je laisse quelques minutes de réflexion. Alors, on t'écoute, Sylvain. Pour moi, l'ingénierie, c'est un moment plaisant en réalité parce que c'est un des moments où on se donne un peu de temps de réfléchir à ce qu'on va faire. Comme là, on a plein d'objets à sa disposition dans une ingénierie multimodale, ça enrichit le champ des possibilités. C'est, c'est un peu le plaisir qu'on peut éprouver. Je sais pas quoi, vous faites construire votre maison, vous imaginez comment vous allez vivre dedans, et vous commencez voilà, à faire les plans. C'est un peu c'est un peu cet aspect-là. Et on a une marge. Bien sûr qu'il y a des contraintes dans le projet, etc. Il faut s'adapter tout ça, mais c'est, c'est une activité très satisfaisante d'un point de vue à la fois intellectuel, de réflexion. Et si on peut la partager avec d'autres collègues, c'est encore mieux. Donc ouais, c'est vraiment ça change l'animation, hein, c'est sûr, mais c'est vraiment une activité plaisante. Ça vaut vraiment le coup d'investir là-dedans. Ouais, ouais. Et Bon, les bénéfices sont forts on derrière. retient ce travail collaboratif intéressant. Et dans les retours, bah, on Voir, a analyse. pas mal, ouais, donc Public, prévoir, analyser la ouais, partie analyse et ouais, connaissance du public dont on parlait en début de conférence, ouais, ça, qui on le est fait jamais assez, hein. vraiment central Ouais, finalement. ouais, ouais, on le fait Bon, jamais assez.
Ben, merci, Bah, merci à toi merci beaucoup. pour ces moments-là. Merci Sylvain. Ça va être, c'est notre dernier after work C'est vrai, ensemble. c'est vrai. Merci à tous et à toutes. Donc on a vécu 2 after work pédagogiques ensemble. On se retrouve demain, même heure, pour le dernier after work pédagogique qui sera consacré donc à la conception, pardon, des ressources à distance, des ressources numériques, avec un nouvel invité qui est Franck Amadieu que je présenterai demain. Et donc, merci Va Sylvain être bien, faut pour, venir demain. merci. Merci de donner envie aux personnes de venir. Merci pour ta C'est participation. moi qui te remercie. Et on se retrouve demain à 16 h avec Franck. Merci, au revoir.